Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous serez devant vos écrans pour suivre cette émission Mon Opinion. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Jules Bakatou-Chifa, qui est analyste politique. Avec lui, nous allons parler de questions de l'heure, d'actualité. Et je dis déjà bonjour à M. Jules. Oui, bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, alors il répondra à nos questions et nous espérons que ces analyses vous plairont et répondront aux questions que vous posez déjà, d'où vous nous suivez. Et pour commencer, ma toute première question est celle de savoir, nous avons entendu, selon certaines langues, qu'il y aura remaniement d'ici là. Quel est le bilan que vous faites du gouvernement Warrior? Merci beaucoup madame de l'honneur que vous me faites de participer à votre émission qui est très suivie par nos populations. Et par rapport à votre question concernant les remaniements du gouvernement, c'est le chef de l'État qui a amené cette équipe pour l'accompagner dans sa vision. Et vous savez que parmi les ministres, il y en a d'autres qui passent vraiment inaperçus, qui ne font pas entendre parler d'eux. Vous voyez, et ces gens-là risquent de ne pas rencontrer la vision du chef de l'État par rapport à ce qui a fait qu'il soit au sein du gouvernement. Donc comme ce sont des ministres warriors, ils doivent vraiment être sur terrain et mouiller les maillots. Ils doivent vraiment travailler parce que le chef de l'État, c'est lui qui rendra compte à la population à la fin de son mandat pour dire que non, voilà ce que j'ai pu réaliser, si vous voulez encore m'accorder une seconde chance, n'est-ce pas, pour faire mieux. Vous voyez, rappelez-vous que le chef, il a commencé, comme vous le dites, avec le mouvement des Warriors, mais il avait déjà acquis 2 années de retard. Alors les Warriors vous doivent vraiment travailler et comme ils entendent qu'il y aura remaniement, ils doivent encore doubler les efforts. Sinon, celui qui ne va pas se distinguer, il va se voir être remplacé par un autre parce que le peuple est très très exigeant vis-à-vis du chef de l'État et il doit aussi l'être vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc c'est un peu ça. Voilà, et 2023, une année électorale, et on le sait tous qu'avant les élections, on doit passer à l'identification, surtout de nouveaux majeurs. Et jusque-là, on ne voit encore rien sur le terrain. Pensez-vous qu'il y ait vraiment élection en décembre 2023? Merci madame. Vous savez, le président de la commission électorale nationale indépendante, la CENI, Denis Kadima, ne cesse de communiquer et rassurer la population qu'il y aura bel et bien élection en 2023. Alors, faisons-leur confiance, donc accordons-leur le bénéfice du doute, d'autant plus que nous ne sommes pas encore à la fin de 2023, parce que le chef de l'État, il a bénéficié, n'est-ce pas, du cycle électoral. Alors, il ne faut pas que la chaîne puisse se couper à partir de son mandat, donc je ne le vois pas passer par la tête du président de la République. Et cette pression-là doit aussi être sur les membres de la CENI. Par rapport à l'identification et à tout ce qui doit être fait par la CENI. Rappelez-vous, ça doit être sûrement le 3e cycle, le 4e cycle électoral. Vous voyez? Donc la CENI a déjà quelques données par rapport à ce qui avait été déjà fait par ses prédécesseurs. Vous voyez, nous sommes dans le principe de la continuité de l'État. On sait déjà, par rapport aux données qu'ils disposent, comment ils peuvent rattraper le temps. Il y a déjà des opérations concernant la cartographie électorale qui sont en train d'être menées. Donc je demande aux populations ou aux Congolais de faire confiance à la CENI parce qu'on n'a pas de choix que d'aller aux élections. Donc ils ont encore l'année 2023, les élections se fin 2023. Donc faisons confiance à la CENI qui est en train de travailler là-dessus. On va identifier, c'est la moindre des choses. Rappelez-vous qu'il y a une société coréenne qui a gagné le marché pour les kits d'identification des électeurs. Donc ça va avoir lieu, il n'y a pas de problème. Voilà, et le président de la République a lancé le week-end à Kananga, le week-end dernier à Kananga, la réhabilitation de la route Kalamba-Mbouji. Pensez-vous que c'est une solution au problème de ce coin de la République démocratique du Congo? Oui, c'est vraiment une grande solution. Le président a vu juste parce que l'espace du Kasaï était vraiment enclavé. Vous voyez, alors que là aussi des frontières avec d'autres pays, si vous allez en Angola aujourd'hui, ils ont presque les routes partout, mais c'est en RDC que nous avons encore les problèmes de route. Donc on ne vit pas en vase clos. Le peuple de l'espace du Kasaï ne veut pas aussi vivre en vase clos. Il doit aussi s'ouvrir, s'épanouir.
Rappelez-vous que les opérateurs économiques partaient chercher la marchandise en Afrique australe et ça passait par Kasumbalesa et la province du Haut-Katanga en bénéficiait par rapport aux taxes locales et les transports qui s'ajoutaient sur la valeur de la marchandise jouaient sur les prix à la vente. Et c'est la population qui en souffrait. Si aujourd'hui ils peuvent avoir l'accès à l'Angola et à d'autres pays, n'est-ce pas, ça va faciliter la tâche et le peuple du Grand Kasaï va réellement se retrouver. C'est pourquoi nous encourageons le chef de l'État à travailler très dur pour que dans 24 mois, comme cela est dit, que cette route-là soit vraiment opérationnelle. Voilà, à Kinshasa, nous parlons de la desserte de carburant et aux premières nouvelles, le carburant sera disponible mais subira une hausse légère de prix, si on peut le dire comme ça. Vous pensez que nos problèmes économiques pourront finir ou diminuer peut-être un jour? Parce qu'on a comme l'impression que tout se ramène, tout se tasse et finalement le petit peuple ne se retrouve pas. Ok, c'est vrai, la situation du carburant, ce n'est pas seulement la RDC qui est victime. Donc c'est la guerre en Ukraine qui est à la base de tout ça. Même en Europe, on voit des fils le long des stations pour être servis. Donc la population doit comprendre que les problèmes qu'il y a là, il faut faire confiance à ceux qui nous dirigent, d'autant plus qu'ils essayent, n'est-ce pas, tant soit peu, à juguler cette crise-là, liée au problème de pénurie de carburant. Il y a déjà un navire qui est arrivé au niveau du Congo central, je crois, cette semaine. Le fil que nous voyons le long des stations, ça ne va plus exister. Alors, par rapport au prix, c'est tout à fait normal, il y a la compensation de l'État congolais, sinon le prix serait au-delà de ce que nous constatons aujourd'hui. On doit s'habituer à cette légère augmentation, d'autant plus que nous entendons par rapport à la mobilisation des recettes dans notre pays. Ceux qui travaillent, ils voient aussi les rémunérations être augmentées progressivement. C'est pour permettre aux Congolais de faire face à de multiples crises qu'ils vivent chaque jour et au quotidien dans leur pays. 21 000 $ comme salaire de député fait jaser, d'autant plus que les médecins, une grande partie sont en grève, les professeurs demandent une augmentation et beaucoup d'autres problèmes comme ça. Le salaire de militaire qui est à 100 $ si je ne me trompe. Et aujourd'hui encore, la population se pose la question de savoir si le gouvernement ou encore le président est venu les sortir de leurs problèmes ou ils doivent se prendre en charge eux-mêmes. 21 000 $ de salaire de député, qu'en pensez-vous? Bon, 21 000 $ c'est beaucoup d'argent, mais est-ce que réellement les députés touchent 21 000 $? C'est la question qu'il faut se poser. Quelqu'un peut venir vous dire, voilà, pour provoquer ou exciter la colère de ceux qui souffrent déjà tous les jours ici, pour dire que non, voilà, pendant que vous souffrez, il y a ceux-là qui séjournent de l'argent de la République. Mais il faut vérifier tout ça, madame. À mon entendement, je crois que les députés ne touchent pas 21 000 $. Mais les députés ont certaines responsabilités vis-à-vis de leur base. Ce qui fait qu'ils ont un budget. Le budget est voté par les députés et les députés, ils ont le budget qui leur est alloué. Est-ce qu'ils sont allés au-delà de leur budget ou c'est en fonction de leur budget? Parce que tout le monde n'a pas la même répartition au niveau budgétaire. Vous voyez, le gouvernement a la répartition qui est la sienne, les députés en ont la leur. Est-ce qu'on a augmenté par rapport à l'enveloppe qui était réservée pour les députés? Si dans leur gestion, ils trouvent que nous avons encore de réserves en termes d'argent, on peut augmenter par rapport... Parce que les députés, là, quand ils descendent dans leur circonscription électorale, ils font beaucoup de choses pour la population. Il y en a d'autres qui paient des minervales pour leurs électeurs et certaines familles. Et tout ça, ça pèse sur eux. Vous voyez, c'est pourquoi s'ils ont ces avantages-là, moi je ne trouve pas d'inconvénient, d'autant plus que les députés ne bouffent pas ou bien ces émoluments à lui tout seul. Jamais. Vous êtes avec moi, vous pouvez le vérifier aussi. Les députés, ils ont beaucoup de dépenses. Allez dans leur résidence, vous allez voir. C'est chaque matin qu'il y a des gens qui vont là-bas pour solliciter quelque chose. C'est vrai. C'est un processus parce que nous sommes dans un pays en voie de développement. Nous sommes dans un pays pauvre, pratiquement, où les gens n'ont pas de travail, ils ne dépendent que des autres. Ceux qui ont des enfants, ils dépendent que de ceux qui ont un peu de moyens dans leur famille pour aider leurs enfants. Et si les députés peuvent le faire, ils ne le font pas seulement pour les membres de leur famille, ils le font aussi pour d'autres citoyens. C'est une façon d'aider aussi la République à un certain niveau. Dernièrement, le chef de l'État était en train de parler avec les députés pour leur dire, écoutez, nous sommes dans le développement de nos 145 territoires. Si à un moment donné,
on peut trouver que les députés qui ont le devoir aussi de redevabilité vis-à-vis de leurs électeurs, ils peuvent ramener quelque chose pour développer leur territoire. Ça sera une bonne chose. Mais la question de 20 000 $, je crois que c'est juste du buzz, n'est-ce pas, pour exciter la population à la révolte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'opposition est en perte de vitesse. C'est pourquoi ils cherchent certains éléments qui peuvent exciter la colère de la population. Quand on dit non, les militaires ils ne sont pas payés. Or, nous sommes un pays qui est agressé par les Rwandais, qui ne le sait pas, qui font la guerre. Ce ne sont pas ceux qui disent aujourd'hui que le député touche 21 000 $. Ce sont ces militaires-là. Mais pourquoi dire que non, vous êtes au front, vous touchez moins, mais ceux-là qui dorment dans leur maison, pour qui vous vous battez au front, ils touchent. Non, ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne communication, en fait. Même si tel était le cas, est-ce que c'est le moment qu'il fallait le dire? Nous ne disons pas qu'on ne doit pas savoir ce que touchent les députés et les ministres. On doit les savoir. Mais est-ce que c'est le moment? Nous venons d'où? Nous allons où? Qui savait ce que touchaient les députés toutes les législatures passées? Qui en faisait le débat? Personne. Pourquoi seulement aujourd'hui? C'est vrai, nous sommes en démocratie, chacun est libre de faire ses opinions, mais à la population d'être vigilante. Parce que ceux qui nous font la guerre aujourd'hui, ils n'utilisent que les forces à l'interne pour nous fragiliser. Peut-être que ceux-là qui font ce genre de déclarations, ils s'attendent à une certaine révolte pour décourager ceux qui sont au front et ouvrir la voie à ceux qui font la guerre à la RDC. Non, pour moi, je me dis, les députés, s'ils font bien leur travail, et qu'ils peuvent toucher les 21 000 $ par rapport à ce qu'il y a comme mobilisation de recettes, il n'y a pas d'inconvénient. Ils travaillent, ils ne sont pas là les bras croisés. Si un professeur d'université touchait 5 ou 10 000 $, c'est une bonne chose par rapport à ce qu'il fait comme travail. Moi, je ne peux pas dire si les profs d'université touchent 5 000 $, alors moi qui suis huissier, je dois toucher 4 500 $. Ça n'a pas de sens. Chacun, c'est en fonction de son travail. Tout le monde ne fait pas le même travail et tout le monde ne peut pas avoir le même salaire. Pour les militaires, c'est vrai. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour augmenter. Vous avez vu même quand il y a eu la guerre en Ukraine, l'Occident a dit quoi? Pour la sécurité et consorts, l'Union européenne s'est décidée d'augmenter, chaque pays devait augmenter, n'est-ce pas, le budget qui était alloué à la sécurité. Et je crois que nos militaires, progressivement, ils vont voir leur solde revu à la hausse. Et déjà, sur le terrain, il y a des cantines, il y a des écoles où des enfants de militaires étudient gratuitement, ils se font soigner gratuitement. C'est déjà des avancées. Tout ne peut pas se faire le même jour. Mais du moins, la volonté qu'il y a pour faire avancer les choses, nous pouvons voir cette volonté dans les chefs du président de la République. Voilà, l'Ouganda a versé 65 millions de $ à Kinshasa à la République démocratique du Congo pour des dédommagements suite à l'invasion de l'Est. Une première tranche sur le 325 millions statués par la CPI. Est-ce un prix à payer pour toutes les exactions commises en République démocratique du Congo? Est-ce le prix 325 millions? Bon, vous savez, nous sommes allés en justice. C'est la justice internationale qui a décidé. Alors comme c'est une décision judiciaire, on ne peut que s'incliner. Mais la vérité c'est quoi? C'est que venir envahir notre pays, c'est une très mauvaise chose. Donc cette décision-là peut aussi décourager tous ces pays qui tenteraient de venir violer l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le problème d'argent. La RDC est en train de mobiliser l'argent, 325 millions de $, c'est rien. Même si on donnait 1 milliard de $, ça ne remplacera jamais les vies que nous avons perdues dans ce pays. Le problème, ce n'est pas la valeur d'argent. Nous regrettons seulement que le pays voisin, avec qui nous pouvions développer les relations de bon voisinage, il cherche toujours à venir déstabiliser la RDC. Pour quelle raison? Si aujourd'hui, nous sommes affaiblis par rapport à tout ce que nous avons connu comme problème à l'interne, ils ne peuvent pas prendre ça comme un avantage. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour relever les défis. Si demain, nous arrivons à devenir plus forts dans la région, est-ce qu'on aura aussi à faire la même chose comme eux le font? Ils seront contents qu'on ait déstabilisé chez eux? Non. Nous demandons à tous nos voisins de respecter notre pays. Que chacun reste chez lui. Nous sommes des voisins et nous entretenons des relations de bon voisinage. Les échanges qu'il y a entre les deux pays, les deux peuples, ça ne dérange personne. Vous voyez, qu'ils restent dans leurs limites et qu'ils nous restons dans les nôtres. Sinon, aujourd'hui, ils peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire, mais demain, ça va être le tour de la RDC de le faire chez eux. Et ça ne sera pas une bonne chose, parce que l'homme, dans sa nature, au fond de lui, il aime toujours se venger quelque part. Si aujourd'hui vous êtes en position de force, ça ne vous donne pas le droit de prétendre à tout.
restez dans votre pays, travaillez pour vos populations. Nous aussi, nous restons chez nous, nous travaillons pour nos populations. Cessez d'endayer le peuple congolais. Nous avons coulé le sang, les larmes pendant plus de 20 ans. On en a assez. Restez chez vous. J'en profite pour demander aussi aux M23 qui sont une branche armée ou une branche de Paul Kagame, de rentrer chez eux, de laisser Bunagana. Ils font quoi là-bas? Ils peuvent rester là pendant autant de jours, mais ils ne finiront pas rentrer. Et si nous disons que nous rentrons jusqu'au Rwanda, comment ça va être? Non, qu'ils plient bagages. Bunagana, c'est le territoire de la RDC, ce n'est pas une partie du Rwanda. Que les Rwandais puissent rentrer chez eux, que ça ne soit pas un problème rwando-congolais. Non. Qu'ils rentrent chez eux, qu'ils laissent le peuple congolais s'organiser à sa manière. Je crois que tous nos voisins doivent comprendre. Nous n'avons pas besoin de déranger leur quiétude. Ils n'ont pas aussi besoin de déranger la nôtre. Qu'ils nous laissent vraiment vivre en paix, travailler en paix. Si le Congo est en paix, ils sont aussi en paix. Si le Congo n'est pas en paix, toutes ces populations-là qui vont par-ci, par-là, ils se retrouvent chez eux. Et ça va aussi jouer sur leur économie. Ils ne vont pas abandonner ces populations-là. Ce n'est pas une bonne chose. Donc les dirigeants de ces pays-là, qu'ils puissent comprendre que l'Afrique, c'est comme un pays. Nous devons vivre ensemble. Nous sommes le peuple d'un même continent. Nous sommes des voisins. Quand est-ce que nous allons devenir très forts un jour? Aujourd'hui, nous avons l'Union européenne. On parle des États-Unis d'Amérique. Tout le monde cherche à rester ensemble. Mais pourquoi il n'y a que des frères qui veulent se stabiliser? Nous sommes frères, nous le resterons toujours. Nos limites sont là pour l'éternité tant que le ciel et la terre subsisteront. Donc qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils restent aussi chez eux tranquillement, ça ne fera mal à personne. Deux tribus de la République démocratique du Congo sont en train de s'entretuer actuellement à Kwamut. Et on a comme l'impression que le gouvernement languit encore pour prendre des décisions drastiques pour arrêter cela. Selon vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce qui pourrait arrêter bien sûr cette guérilla entre ces deux tribus qui sont de la République démocratique du Congo? Oui, madame, c'est une situation qui nous inquiète sérieusement. Hein, bien que les autorités se sont réveillées en retard, mais ils sont en train de fournir des efforts pour mettre fin à cette situation-là qui risque de dégénérer. Vous voyez, Kwamut, c'est juste à côté de Kinshasa. Nous avons tous appris comment on est en train de décapiter les gens. Il y a même un chef qu'on a amputé l'œil, on a coupé la tête du chef, de ses enfants. Ça fait trop mal. Et ces pratiques-là, ce ne sont pas nos pratiques. Vous voyez, c'est des pratiques qui sont importées d'ailleurs. Moi, je ne cesse de marteler. Nous avons vu ici des éleveurs qui sont venus avec des vaches. Ils ont traversé la province de Kenge. Où sont-ils partis, ces gens-là? Et on avait compris qu'à l'époque, c'était des militaires. Où sont-ils? Où sont ces vaches-là? Est-ce qu'ils n'ont pas profité? Parce que, vous savez, là où vivent les gens, le petit conflit ne manque toujours pas. Mais le peuple Teke et le peuple Yaka, c'est des peuples qui vivent toujours ensemble. Ils n'ont jamais eu de problème. Mais qui est à la base de cette situation-là? Vous voyez? Et les enquêtes doivent être approfondies, qu'on ne puisse pas seulement résoudre le problème en aval, mais qu'on regarde en amont. Qu'est-ce qui est à la base? Moi, je ne crois pas que c'est seulement les redevances coutumières, parce que chaque fois ça se passe, les gens tombent toujours d'accord selon certaines négociations, parce qu'ils sont des représentants. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la chose échappe à leur contrôle? Donc il y a des infiltrations, parce que nous avons appris qu'il y a même des armes lourdes là-bas. Comment les armes sont arrivées là-bas? Et nos services de sécurité doivent travailler comme dans d'autres pays, où quand vous traversez de longues trajectoires, vous devez trouver des barrières. Chez nous, il n'y a pas de barrières. Les gens peuvent déplacer comme ils veulent. Je vous parlais tout à l'heure des éleveurs qui venaient avec des vaches. Ils sont venus d'où? Comment ils sont retrouvés au niveau de Kenge? Ils sont partis où? On n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils avaient avec eux? Est-ce qu'on a eu à vérifier qui étaient ces gens-là? Ils venaient d'où? Aujourd'hui, c'est vers Kwamut, mais demain, ça va être, je ne sais pas, Kinshasa, Maluku, ou que sais-je encore. Donc, je demande vraiment à nos services de sécurité de veiller sur la circulation des populations. On doit contrôler chaque citoyen, d'où qu'il vienne. On doit savoir où il vient, où il va. Vous voyez, au niveau de Kwamut, tous les jours ici, nous sommes en train de déplorer la situation qui se passe parce qu'on est en train d'incendier les villages et la population est en train d'errer ça et là. Dans les jours à venir, on aura la pénurie de la chikwang ici. Parce que nous mangeons la chikwang qu'on appelle voilà, la teke. Voilà. Oui, mais les teke aujourd'hui ne savent pas travailler à cause de cette guerre-là.
Et je crois que la situation est au-delà des capacités de l'autorité provinciale qui est en train de se battre avec les moyens de bord. Mais je demande aux services de sécurité de renforcer vraiment l'effectif. La situation là-bas est très très sérieuse qu'on y pense. Elle est vraiment sérieuse. Bien que les autorités, dont j'ai vu 4 ministres se déplacer, mais ils se sont arrêtés jusqu'à Kwamout. Mais ce n'est pas seulement Kwamout, c'est dans toute la périphérie. Vous allez vers Ngadabangala, vous apprenez qu'il y a des histoires. Vous allez vers Massia, il y a des histoires. Tous ces petits villages-là sont en train d'être incendiés par les inciviques. On dit souvent que c'est les Bayaka. Moi, je ne crois pas que dans la culture de Bayaka, ils peuvent arriver jusqu'à amputer les têtes des chefs. Nous, chez nous, nous respectons nos chefs. Okay. Et ceux qui le font, c'est les sabotages. D'accord. Voilà. Après sa sortie de prison, Vital Kamerhe prend l'avion pour la toute première fois pour l'Est de la République démocratique du Congo pour une caravane appelée caravane de paix. Quelle lecture faites-vous de cette sortie? Bon, voilà, la décision de justice qui a lavé Vital Kamerhe, nous ne pouvons que nous incliner parce que la justice, quand elle rend ses décisions, c'est au nom du peuple. Vous voyez, nous ne pouvons que nous incliner. Si la justice a trouvé que Kamerhe n'était pas coupable de faits qui lui avaient été reprochés, il n'y a pas d'inconvénient. Mais par rapport à la caravane, moi j'encourage. Vous voyez, le message de paix doit être véhiculé par toute la population, pas seulement Vital Kamerhe. Tout le monde là où il est, il ne peut que véhiculer ce genre de message. Parce que l'ennemi, il ne profite que de nos petites incompréhensions, n'est-ce pas, pour nous diviser. Les Congolais doivent comprendre, par le fait que Dieu les a bénis, avec leur sol et leur sous-sol, ils ont des ennemis partout. Et ils doivent développer l'homogénéité à l'interne. Donc à l'interne, on doit vraiment être unis. Personne ne peut passer par nous pour nous diviser. Si quelqu'un vient trahir, il veut m'utiliser pour trahir un Congolais, je dois les dénoncer. Même à l'Est, inutile. Dernièrement, j'ai vu, on a présenté les éléments de ZADEF. Peu d'étrangers, beaucoup de Congolais. Ils se sont retrouvés là-bas comment? Comment un Congolais peut être utilisé pour tuer un autre? Ça n'a pas de sens. Quelle que soit la raison, on ne peut pas vous utiliser pour, n'est-ce pas, déstabiliser votre propre pays. Les Rwandais, chez eux, vous ne pouvez pas utiliser un Rwandais pour déstabiliser le Rwanda. Le Burundi, même. Pourquoi seulement les Congolais? Vous ne pouvez pas, même en Angola ici, vous ne pouvez pas déstabiliser l'Angola passant par les Angolais. Ça ne passera jamais. Donc que les Congolais comprennent. À l'interne, on peut avoir des problèmes entre nous. Mais quand l'ennemi vient, nous tous nous mettons d'accord pour bouter d'abord l'ennemi dehors. Que l'ennemi ne vienne pas passer par nous pour déstabiliser notre pays. Voilà pourquoi j'encourage pas seulement Vital Kamerhe et d'autres leaders d'emboîter les pas. Parce que la mission, ce n'est pas seulement la mission de leaders politiques ou de chefs de l'État. C'est tous les Congolais qui doivent comprendre que le pays que Dieu nous a donné, il est le seul pays que nous avons et nous devons nous battre aujourd'hui pour nos générations futures. Voilà, Monsieur Jules Bakatou-Chipa, merci, nous vous remercions. Nous avançons lentement vers la fin. Et alors, une autre petite question que nous allons devoir vous poser. 25 ans après la mort de Mobutu, de l'ancien président du Zaïre, Mobutu, 25 ans après, son épouse, Denis Salang, fait une sortie médiatique. J'espère que vous avez bien sûr, vous l'avez suivi. Quelle lecture faites-vous de cette sortie? Bon, elle s'est exprimée, c'est une bonne chose. C'est une ancienne première dame de la République. Il fallait qu'elle puisse aussi se défouler. Et donc, elle avait raison. Mais quand ça se concerne l'ancien président Mobutu, c'est un Congolais de surcroît. On ne peut pas laisser. Aujourd'hui, on a rapatrié les reliques de l'ancien Premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Pourquoi pas les corps de Mobutu? Nul n'étant parfait. C'est vrai, aujourd'hui, paix à son âme, il a dirigé ce pays. Nous lui devons l'unité de ce pays. Il s'est beaucoup battu bec et ongle pour que le pays soit uni de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Donc moi, j'exhorterai les autorités et les décideurs de travailler dans ce sens-là pour rapatrier le corps de notre feu président, qu'il repose en paix dans la terre de ses ancêtres. Voilà, nous arrivons à la deuxième partie de cette émission, celle
où notre invité donne son opinion par rapport à l'actualité de l'heure. Alors, Monsieur Jules, à l'égard de tout ce que vous avez donné comme réponse et de tout ce qui se passe dans ce pays, quelle opinion faites-vous pour l'actualité de l'heure? Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, madame. Nous sommes dans un pays appelé République démocratique du Congo, où chacun doit donner ses opinions par rapport à la situation qui se passe ou par rapport à l'actualité ou à la gestion de la chose publique. C'est leur liberté. Mais ce que je demanderais aux Congolais, la liberté, il faut différencier la liberté du libertinage. Parce que les gens commencent à se rendre compte comme si les injures peuvent rester impunies. Quelqu'un, par rapport à ses opinions, il commence à toucher même aux personnalités des gens. Alors quelqu'un qui se sent lésé, s'il arrive à saisir la justice devra faire son travail. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui vous insultez quelqu'un, demain il va en justice pour se faire justice. Vous dites non, voilà, c'est à cause de ses opinions. Non, nous devons accéder à une certaine maturité. Vous voyez, la démocratie ne signifie pas le libertinage. Nous devons respecter les lois de la République. Nous devons respecter les institutions de la République que nous avons établies démocratiquement. Vous savez, quand on parle d'une démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est vrai, il y a une minorité, les institutions qui sont là, vous pouvez ne pas être d'accord pour n'avoir pas voté pour eux. Mais du moins, c'est eux qui sont en place. Tout ce qu'ils font comme travail, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour la République. Quand votre tour viendra, c'est la continuité de l'État. Vous voyez, il ne faut pas prendre la vie privée de quelqu'un, vous voulez mélanger ça avec sa vie publique. Ça n'a pas vraiment de sens. Et là, la justice, elle sera sur votre dos. Ne dites pas que non, voilà, la justice, elle est instrumentalisée. Partout au monde, nous sommes dans un pays, un état de droit. Chacun devra défendre ses propres droits. Donc moi, je demanderai aux Congolais de prendre leur mal en patience. Le chef de l'État est dans une très bonne direction. Et nous croyons que si Dieu peut lui accorder longue vie, qu'il accède à son deuxième mandat, et à travers ses actions, je crois que les Congolais ne seront pas déçus. Voilà pourquoi je les encourage, n'est-ce pas, à continuer, à demander trop, à exiger trop, pour que le chef se sente qu'il est redevable. Il doit vraiment travailler, il doit mouiller les maillots. Vous voyez, il monte, il descend. Il est en train de travailler. Il ne reste pas dans son bureau pour dire, oh, voilà, je suis élu, je suis dans mon bureau, président de la République, que les autres descendent sur le terrain. Il descend lui-même sur le terrain, il va même dans de petits coins de la République. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, je l'encourage. Même s'il faut aller à l'extérieur, n'est-ce pas, parler de la RDC. Partout où il arrive, c'est les drapeaux de la RDC qui flottent. Il y a des pays qui ne connaissaient pas où était la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils sont curieux. Moi, je me rappelle, il y a une fois, le président Sarkozy, Nicolas Sarkozy de la France, il disait que je cherche comment vendre la France. Donc, le chef de l'État doit vendre l'image de la RDC. Et c'est le devoir de tous les Congolais. Vous voyez, il n'y a que les Congolais qui critiquent leur pays, qui critiquent leurs institutions. C'est des mauvaises habitudes. Merci beaucoup, Monsieur Jules. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que vos questions ont eu des réponses par rapport à cette belle analyse dont nous avons eu droit plus tôt ce soir. Je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, les questions étaient miennes, les réponses étaient celles de mon invité. Au revoir et à très prochainement.